cas cet échange avec Olivier Le Chien qui va nous rejoindre, qui est responsable du pôle département gouvernance, justice et droits humains chez Expertise France. Et on va avoir aussi Jean-Jules Ndema qui nous a rejoint, malgré quelques difficultés. Bienvenue. Olivier Le Chien, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Est-ce que très rapidement, je peux vous laisser nous dire justement quel a été un peu l'objectif d'Expertise France quand ils ont lancé le Meet Africa, qui je vais décrire rapidement, mais je vais vous laisser le développer, qui est vraiment en tout cas un programme qui vient accompagner ce qu'on a un peu décrit des entrepreneurs intermédiaires, mais en tout cas l'idée c'est vraiment autant le Pass Africa, on va offrir un réseau, on va faire de la mise en relation, autant sur le Meet Africa, on va vraiment accompagner on va financer des incubateurs, en tout cas des structures qui vont accompagner les entrepreneurs et aussi d'autres entrepreneurs. C'est le cas de Jean-Jules Ndema qui va nous en parler. Jean-Jules, Ndema qui va nous en parler tout à l'heure, qui des fois, il y a eu une enveloppe qui a permis cette fois d'accélérer certains projets. Est-ce que peut-être vous pouvez nous partager un peu l'ambition qu'il y a eu derrière ce projet Meet Africa? Bien sûr, d'une part, en écoutant les interventions précédentes, je me dis que Meet Africa apporte aussi une dimension européenne, parce qu'en fait, c'est un projet qui, au départ, était financé par l'Union européenne de 2016 à 2018 et qui avait permis d'accompagner 80 entrepreneurs dans 6 pays d'Afrique et de créer près de 300 emplois. Parce qu'en fait, l'objectif premier, c'est de favoriser la création d'entreprises et d'emplois sur le continent africain en mobilisant les talents et les ressources de diaspora. Donc, je dirais il y a cette dimension européenne. Alors, ça ne veut pas dire qu'au niveau de chaque personne qui va être accompagnée, la dimension européenne est immédiatement évidente. Mais la grosse différence dans cette deuxième phase, c'est le passage à l'échelle. D'abord, plus de projets accompagnés. Cette dimension d'accompagnement financier, notamment à des fins de levier pour lever des fonds. Et ça, c'est une composante qui va démarrer bientôt. Alors, on retrouve certains des autres dispositifs, comme la mise en réseau, la création d'événements sur mesure et surtout des accompagnements personnalisés. Peut-être la différence aussi, c'est que les projets sont accueillis à tous les stades, ce qui d'ailleurs ne rend pas toujours la tâche facile aux incubateurs ensuite. Quand on dit passer à l'échelle, c'est aussi, par rapport à la première phase, mieux associer les pays, les 6 pays partenaires, et développer des partenariats sur place avec à la fois des entités, des institutions, donc des agences de promotion de l'entreprise. On peut rappeler peut-être les pays partenaires ? Les pays partenaires, donc Maroc, Tunisie, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun. Exact. Ce qui me permet de faire justement une petite transition avec Jean-Jules Ndema, qui est le lauréat du Meet Africa 2 et qui a lancé Afrique Santé Solidaire, si je ne me trompe pas, et que j'ai bien... Afrique Solidarité Santé. Afrique Solidarité Santé. Qui a été lancé au Cameroun. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce projet que je trouve hyper intéressant, qui est l'idée, si je me rappelle bien, qui est vraiment de proposer un service d'assurance aux personnes de la diaspora. Je vous laisse peut-être nous partager un peu plus ce projet-là. Bien volontiers. Alors, donc, je suis le promoteur de Afrique Solidarité Santé. C'est l'idée de la mise en place d'une assurance santé pour les gens de la diaspora au bénéfice de leur famille restée en Afrique. L'idée est très simple, c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu. L'ensemble des membres de la diaspora, mais chacun se reconnaîtra, croule sous les demandes d'aide des familles en Afrique en matière de soins de santé. Mais la réalité concrète, c'est que l'argent qu'on envoie, malheureusement, ne va pas toujours exclusivement aux soins de santé, parce que dès que l'argent arrive, ça trouve d'autres problèmes, et le lendemain, on est enquiquiné par les mêmes demandes. D'où l'idée qui a germé en moi et que j'ai présentée aux multinationales de l'assurance, AXA, Allianz, etc., en leur disant, que pensez-vous de l'idée de sécuriser une somme d'argent par une assurance qui sera consacrée exclusivement aux soins de nos familles auxquelles on vient en aide. AXA a regardé, l'idée leur a plu, ils nous ont dit, voilà, nous, on intervient beaucoup en Afrique, on est présent dans un certain nombre de pays, et ça nous plairait d'implémenter cette idée dans 3 de nos principales filiales, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ça tombait très bien parce que moi-même, je suis originaire du Cameroun, et c'est par ce pays qu'on a commencé. On a signé un partenariat avec la filiale camerounaise de AXA. Et comment ça fonctionne? Le membre de la diaspora
qui veut venir en aide à son parent souscrit une assurance dans notre bureau à Paris et son parent récupère dans nos bureaux au Cameroun sa carte de tiers payant, exactement comme ça fonctionne ici, et le partenaire AXA assure tout le nécessaire selon la formule de couverture choisie, y compris l'évacuation sanitaire si c'est nécessaire. Voilà. Donc, c'est ça. C'est tout simplement ça l'idée. Parce que la réalité chez nous en Afrique est la suivante. Nous sommes des pays où, on sait, c'est connu, le niveau de vie est bas, les revenus sont rares, mais paradoxalement, les systèmes de santé sont faits de telle sorte qu'il faut avancer les frais. Et en réalité, la triste réalité, c'est qu'on meurt souvent en Afrique autant de maladies que d'absence de soins. Donc cette idée de couverture qu'on connaît tous ici, tout le monde a plus ou moins une mutuelle, etc. L'idée, c'est de la vulgariser au Cameroun, un peu partout en Afrique, parce que les réalités sont les mêmes. Les taux de couverture, vous allez sauter, les taux de couverture des personnes en Afrique, au Cameroun, sont inférieurs à 10%. Donc, sur la centaine de millions d'Africains, moins de 10% bénéficient d'une couverture de santé. Et la majorité de ceux qui en ont une l'ont souvent par le biais de leur entreprise, qui ont intérêt à avoir du personnel en santé, et on leur présente comme si c'était un cadeau, mais c'est vraiment un honneur de se dire, voilà, j'ai une couverture santé. Donc, notre ambition, à un moment où on parle de plus en plus en Afrique de couverture santé universelle, c'est de contribuer à vulgariser, développer ce système et de l'inculquer dans l'esprit des Camerounais et des Africains. Donc c'est un très vaste programme, mais on commence par ce produit-là qui, je vous dis, on a déjà beaucoup de demandes. Ok. Beaucoup de demandes. Juste un petit point, parce que vous faites partie justement des lauréats du Meet Africa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi le Meet Africa a permis d'accélérer le projet? Parce que si je me rappelle bien, vous m'avez dit que ça vous a permis en tout cas de financer les premiers recrutements. Aujourd'hui, vous êtes une équipe de 5. Absolument. Donc je trouve que ça peut être intéressant justement de partager avec nous en quoi ça a permis d'aller un peu plus loin. Tout à fait. Alors donc, dès que j'ai eu le privilège d'être lauréat de Meet Africa, j'ai suivi tout le processus de sélection. Et il se trouvait que Meet Africa avait décidé, dans tous les pays dans lesquels il intervient, il y en a 6, donc je pense qu'ils ont commencé par le Cameroun, il y a eu un kick-off des activités de Meet Africa, de mémoire, c'était en octobre de l'année dernière. J'étais présent et j'ai eu la chance de rencontrer, via Meet Africa, un certain nombre de responsables d'assurance, de conseillers financiers qui m'ont guidé dans mes choix, qui m'ont donné des conseils. Et en plus, l'élément concret que je brandis toujours par rapport à la première phase d'accompagnement de Meet Africa, c'est que j'ai bénéficié d'un appui conseil pour le recrutement de mon équipe de commerciaux. Un responsable d'agence, 3 commerciaux terrain et une assistante de gestion, totalement et entièrement financée par Meet Africa. Ok, très clair, Voilà. Très bien. Juste avant de se quitter, parce qu'on commence à avoir de très gros problèmes de temps, il y a Tony qui me regarde de l'autre côté. Je me dis qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde qui a entendu, ok, Meet Africa peut financer des trucs, donc tout le monde aura envie de candidater. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur les critères pour participer justement au Meet Africa? Oui, les critères et surtout, bientôt, on va faire un nouvel appel à idées de projet. Pour mémoire, il y a un peu plus d'un an, il y a eu 855 dossiers reçus. Enfin, pas de dossier complet, mais d'idées de projet, ce qui prouve que des projets, il y en a, mais ça, on le voit évidemment ce soir. Les critères, c'est appartenir à la diaspora ou être réinstallé sur le continent africain récemment. Donc, par exemple, d'avoir eu un curriculum non seulement en France. Alors, c'est vrai que pour la partie gérée par Expertise France, c'est plutôt la France, mais en fait, il n'y a que cette dimension européenne. On a un partenariat avec l'Allemagne, par exemple. Donc, il y a certains projets qui peuvent être accompagnés, y compris si les porteurs de projets sont dans d'autres pays européens. Mais donc, et avoir une idée de projet à tous les stades. Et bien sûr, après, il faut remplir un dossier de candidature plus complet. Et pour être retenu, alors les cibles, c'est au moins 140 projets accompagnés. On a déjà 76 avec la première promotion. 170 entrepreneurs qui recevront un appui financier,
donc probablement beaucoup de ceux qui ont été déjà sélectionnés. Et là, on va lancer fin mars, donc j'invite ceux qui sont intéressés, le nouvel appel à idées de projet pour la sélection de la deuxième promotion. Très bien, merci beaucoup. La deuxième partie de notre soirée, j'espère que tout le monde a bien entendu qu'il y avait un nouvel appel à projet pour Meet Africa jusqu'à mars et que de toute façon, toutes les personnes qui sont là ne vont pas louper le coche. Donc, vous allez crouler sous les attentes. Voilà. On va continuer la soirée avec deux personnes que j'ai trouvées extrêmement inspirantes quand je leur ai parlé au téléphone. On va recevoir Gaëtan Muller, qui est le bras droit de Tony Parker, qui est aussi un ancien basketteur, qui est le président délégué de l'ASVL. Et on va aussi recevoir Nadia, j'ai peur d'écocher son nom de famille, elle va le dire toute seule tout à l'heure. Je l'ai répété plusieurs fois et son nom de famille me fait des tours. Mais je suis contente qu'elle puisse nous rejoindre, qui est une ancienne athlète et qui est aussi la fondatrice d'une société de conseil et management qui accompagne les sportifs à s'orienter vers le monde du business. Nadia, j'ai répété ton nom plusieurs fois chez moi en me disant « il ne faut pas que je l'écorche ». Et là, est-ce que tu peux nous dire ton nom de famille? Bouh. Bonsoir à tous, donc je suis Nadia Benabdelouahed. Benabdelouahed. Tu vois, regarde. Je l'ai essayé plusieurs fois à la maison et là, je me suis dit, au moment où je devrais le dire, ça va pas passer. Donc, effectivement, je suis une ancienne athlète de haut niveau. J'ai été formée ici en Bretagne. J'ai fait mes premiers pas pas très loin d'ici, puisque j'étais aux 2 Jeux régionales à Rennes. Et donc, je suis très heureuse déjà de revenir à la maison. Et effectivement, après avoir fait plusieurs étapes dans mon cursus d'athlète et de femme, j'ai pu constater en fait un certain nombre de failles au niveau de l'organisation et de l'état d'esprit que les athlètes peuvent avoir durant leur carrière, puisque pendant leur carrière, ils ont une certaine culture de l'effort, de la combativité. Et il y a une véritable émulsion au niveau de la diaspora, notamment quand on se déplace pour s'entraîner ou même qu'on reçoit des stages et autres. Et malheureusement, avec le temps, au fur et à mesure que les carrières avancent et qu'ils arrivent vers la fin de carrière, cette envie en fait, d'entreprendre a tendance à se disperser. Et comme Hervé l'a soulevé tout à l'heure, on a tendance à avoir en fait une image assez négative et délétère de ce qui se passe de l'autre côté de l'Afrique. Et pourtant, on a quand même cette culture qui nous donne en fait une plus grande puissance et force de frappe de manière générale. Et donc l'idée, c'est effectivement de les accompagner en créant un cercle vertueux autour d'eux pour qu'ils puissent être les plus performants possibles, effectivement d'aller chercher des levées de fonds pour les accompagner pendant leur carrière et en parallèle les aider à créer en fait des projets d'entrepreneuriat pour ensuite en fait transformer l'essai de ce qu'ils ont appris pendant leur carrière d'athlète de haut niveau. Ok, très clair. Je trouvais hyper intéressant justement quand tu disais que c'est peut-être plus difficile de faire en sorte qu'un entrepreneur devienne un grand sportif, mais que c'est quasiment certain qu'un sportif a déjà les bases pour devenir un entrepreneur. Gaëtan, je vais te laisser peut-être nous dire rapidement ce que tu fais et juste après, on passera à une vidéo de Amadou Galofol qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc je laisse juste Gaëtan se présenter et ensuite on passera à la vidéo. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis franco-camerounais, originaire de Rouen. Je suis ancien basketteur professionnel et j'ai eu des blessures récurrentes au dos et au genou qui m'ont fait arrêter ma carrière à partir de 25 ans. Entre deux, pour faire le lien avec Tony Parker, j'ai été champion d'Europe en 2000 avec l'équipe de France junior. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et qu'on a joué ensemble. Et puis suite à mes blessures récurrentes au genou, je suis parti aux États-Unis faire un stage dans le marketing sportif. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que finalement, le sport était traité d'une manière bien différente aux États-Unis qu'en France, notamment autour de l'entertainment, du show. Et je suis revenu en France avec quelques idées. J'ai créé une première entreprise qui s'appelle Sport Plus Conseil, qui s'appelait à l'époque GEM Sports Consulting. Et l'idée, c'était de développer des événements français, des événements autour des sportifs et notamment des joueurs NBA
français qui étaient aux États-Unis et qui revenaient pendant les périodes estivales en France. Donc on a développé des camps de basket, des dîners de gala, des événements, des matchs de basket également. On a fait venir aussi des Américains. Et puis en 2013-2014, Tony, à ce moment-là, avec lequel je travaillais pas mal, m'a demandé de reprendre son image, donc c'est-à-dire de travailler autour de son image, le lien entre les entreprises et lui et la communication. Donc j'ai accepté avec plaisir, mais j'ai souhaité aussi aller plus loin que ça et finalement faire le lien entre les entreprises et justement les athlètes, mais aussi développer pour les entreprises des événements. Et donc j'ai monté ma structure qui s'est fortement développée autour du basket, du tennis et du running. Donc aujourd'hui, on est leader français à travers 2 croissances externes. On est leader français en indépendant sur l'ensemble du marketing et de l'événementiel sportif. Et puis parallèlement à ça, on avait un rêve avec Tony d'enfance quand on s'est rencontrés, c'était d'avoir un club de basket à nous. Et lui, à travers la carrière qu'on lui connaît, et puis moi, en faisant mon petit chemin d'entrepreneur, on a eu l'opportunité de récupérer en 2014 le club de l'Asvel Basket, qui est le club numéro 1 en France. On l'a développé pendant 7 ans en traçant des perspectives autour de 2 piliers forts, l'économie, le sportif économique, la partie sportive et économique et le social sociétal. Autour du sport, bien évidemment, l'idée était de très vite arriver à être champion de France. Depuis 7 ans, on l'a été déjà 5 fois, mais surtout de développer des projets structurels autour d'une académie qui s'appelle la Tony Parker Adequate Academy, et j'en parlerai puisque je vais faire à travers cela le lien avec l'Afrique. Et puis, bien évidemment, des projets structurels tels qu'une nouvelle salle que l'on a créée à Lyon et qui sortira de terre dans pas loin de 6 mois maintenant, et qui va être un outil très fort pour nous permettre d'être un des leaders en Europe. Mais surtout, pour revenir justement maintenant sur la partie africaine, on a développé donc une académie. Alors bien souvent, quand on parle d'académie, que ce soit dans le sport, que ce soit le basket, le foot, les sports collectifs de manière générale, on parle souvent de centre de formation. À Rennes, c'est pareil, je crois que c'est un très bon centre de formation. Simplement, la réalité qu'on ne nous dit pas, c'est que 95% des jeunes qui passent par un centre de formation, que ce soit des garçons ou des filles, ne seront pas basketteurs ou basketteuses professionnelles ou sportifs professionnels. Et donc ça, c'est une vraie réalité à laquelle j'ai moi-même été confronté, puisque malgré le fait que j'ai été professionnel, j'ai connu la blessure et donc j'ai connu l'arrêt assez rapide de ma carrière. Et donc on est parti autour d'un concept et qui était... comment, à travers le fait de pouvoir rentrer dans notre académie, on ne promet pas d'être basketteur, mais plutôt de faire de vous des hommes avec un grand H et d'obtenir un job. Donc, come to academy and get a job. C'était notre idée première. Donc avant, on parlait bien souvent de sport et études. Et l'idée aujourd'hui, c'était de dire, mais finalement, le sport et études, c'est un moindre mal. Encore heureux qu'on peut proposer des études aux gens. L'objectif, c'est plutôt de se dire sport, études et employabilité. Et donc, c'est un vrai sujet que l'on a développé. On a eu la chance d'avoir la ministre Elisabeth Moreno qui a visité notre infrastructure dernièrement. Et on s'est associé avec pas mal d'entreprises. Et on a été cooptés, quelque part. On propose aux jeunes d'être cooptés, de leur permettre tout d'abord aux entreprises de les suivre de A à Z, c'est-à-dire que quand un jeune rentre dans notre centre de formation, il est lycéen, entre 15 et 18 ans, et très vite, on s'aperçoit qu'il a des aptitudes notamment dans la résilience, dans la capacité de rebondir, de se développer, puisque quand on est sportif, en général, on a des qualités qui servent à l'entreprise. Okay, donc, c'est un point qu'on avait vu un peu avec Nadia, je me permets un peu de te couper, pardon. Je suis un peu long. Mais pas de problème. L'idée était de se dire, justement, c'est un point qui, d'ailleurs, on va y arriver, t'inquiète pas, je te coupe pas pour rien, mais que Nadia aussi a développé, et j'aimerais bien que vous le partagiez un peu avec nous, en disant qu'on a de plus en plus justement de jeunes sportifs qui ont cette double culture et qui ont envie de lancer des projets directement liés au continent. Comment vous les accompagnez dans cette démarche-là ? Alors en fait, déjà au point de départ, quand on a tendance à s'entretenir avec les athlètes, ils sont focus uniquement sur leur carrière de sportif et leur idée c'est de faire rentrer, c'est un peu grossier de dire ça comme ça, mais faire rentrer un maximum de cash en transformant en fait leur présence sur le terrain en tant qu'athlète. Et le point le plus important, en tout cas avec tous ceux avec lesquels je travaille, c'est de en fait dresser un programme, une planification globale. C'est-à-dire qu'une carrière de sportif de haut niveau est tellement éphémère que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Comme Gaëtan l'a souligné, les blessures, ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est des choses, il y a un gros capital risque. Et à travers ça, l'idée, c'est en fait de leur donner la culture de l'entrepreneuriat. Parce qu'en tant qu'athlète de haut niveau, ils sont entrepreneurs sans s'en rendre vraiment compte parce que
ils organisent leur quotidien, leur activité pour être les plus performants possibles. Et les parallèles entre l'entreprise, le monde de l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau est juste énorme. Et ce qu'on se disait au téléphone, justement, je t'expliquais que si on prend n'importe quel grand chef d'entreprise et qu'on le forme pendant 6 mois sur un sport en particulier, il ne sera pas forcément champion olympique ou champion de n'importe quoi. A contrario, si on prend un athlète de haut niveau, qu'on le forme pendant 6 mois à quelque chose, à une gestion d'équipe, à un projet, forcément, il va être efficace parce que justement, il a développé un grand nombre de skills pendant sa carrière. Et c'est des skills qui ne sont pas du tout transformés d'un point de vue académique et dans le système français. Et c'est exactement ce que tu as souligné. On n'a pas tout à fait la même vision du sport de haut niveau ici en France que par rapport aux pays anglo-saxons. Et à travers ça, justement, les premières expériences qu'on réalise avec les différents athlètes avec lesquels on bosse, c'est justement les interventions dans de grands groupes ou des entreprises où justement ils font le parallèle entre leur savoir-faire et leur pugnacité en fait au quotidien et versus les équipes qui peuvent gérer de gros projets ou même un grand nombre d'idées de très haute performance. Ok, Gaëtan, je reviens vers toi parce que je sais que quand on préparait l'échange, je me dis, mais en fait, quand on parle de sport business, que ce soit en France, où je fais toujours le lien avec la diaspora, tout est à créer en fait. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que, en tout cas, pour tout ce qui est thématique sport et business, l'Afrique sera un terreau fertile? L'Afrique est forcément intéressant. Après, il y a un vrai sujet, c'est notamment quand on parle de sport, quand on parle d'événements, de pouvoir organiser aussi des événements en Afrique. Et pour cela, il faut des infrastructures. Et c'est ce que je pense être la clé pour commencer déjà à se développer. Il faut qu'on ait l'opportunité d'avoir l'organisation d'événements internationaux, voire mondiaux, des JO, plein de choses qui aujourd'hui ne sont pas forcément accessibles. Pourquoi ? Parce que bien souvent, on parle de manque d'infrastructures ou de manque de soutien en termes d'infrastructures. Donc c'est la raison pour laquelle, notamment, nous, on travaille, pour refaire le point avec l'Académie, sur un programme qui serait pour développer des académies en Afrique, et notamment en Angola, où on a déjà créé une première passerelle avec Luanda notamment, et on a une joueuse, Sarah Caetano, qui est déjà venue chez nous, qu'on a recrutée, mais surtout on veut développer sur place, c'est-à-dire de l'aide à la formation, du soutien, de la mise en place d'infrastructures pour permettre aussi de pouvoir créer et développer en Afrique directement. Nadia, c'est quelque chose aussi que vous m'avez dit, plusieurs justement, pays du Golfe et du continent africain vous ont contacté pour vous demander ce retour d'expérience. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu comment ça s'est passé ? Oui, effectivement, il y a une grande demande par rapport à ça. Et alors, je vais juste un peu rebondir sur ce que tu disais. La problématique d'avoir des infrastructures sur place, oui, certes, mais avant ça, je pense qu'il est très important en fait de faire une grosse pédagogie auprès des athlètes et même des personnes justement de la diaspora pour pouvoir en fait les pousser à aller entreprendre et développer en fait sur place, parce que je pense que tout est à construire. Et le fait est qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre d'événements qui commencent à se développer, à se monter en fait dans les pays, que ce soit de l'autre côté de la Méditerranée comme des pays du Golfe, parce qu'ils comprennent en fait les vecteurs, la puissance des vecteurs qu'il peut y avoir à travers le sport. Donc, ne serait-ce que prochainement, il va y avoir les JOJE, les Jeux de la jeunesse qui vont avoir lieu en Afrique. Il y a beaucoup de choses qui ont été montées avec le Dubai Expo, où là, pareil, ils demandent beaucoup d'interventions d'athlètes de haut niveau. Pour, en fait, c'est cette émulsion-là qui commence à se créer dans les pays où, justement, il n'y a pas de gros événements sportifs jusqu'à présent, commencent à prendre racine. Et effectivement, ils font souvent appel aux athlètes où justement il y a des gros événements qui ont déjà leurs racines, comme par exemple ici en France, où on a besoin d'athlètes avec la double culture pour pouvoir en fait apporter la plus-value, le petit plus qui fait que derrière, les choses peuvent se structurer de façon efficace. Ok, très bien. On n'a pas beaucoup de temps, donc on aura vraiment une dernière question que je vous pose tous les deux, parce que je pense qu'il y a peut-être des entrepreneurs dans la salle qui ont envie de se lancer dans le secteur du sport et qui se disent oui, il se passe plein de trucs, mais en tout cas, on ne sait pas par où commencer. Selon vous, et justement, comme ça, on va se quitter avec un conseil qui va être hyper utile. Quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce secteur-là aujourd'hui, selon vous, c'est quoi la première brique que cette personne doit poser ? C'est d'avoir de l'audace et d'oser.
il faut oser. Pour entreprendre, il faut oser, il faut se lancer. Et bien évidemment, il y a des sujets de réseau qu'il faut aussi obtenir. Mais je pense tout d'abord, il faut avoir un projet solide et puis oser travailler et se faire en sorte que voilà, on se donne, qu'on n'ait aucun regret et qu'on se donne à 100%. C'est ce que je dis toujours dans le sport ou dans quoi que ce soit dans la vie. L'important, c'est pas tant de réussir, c'est de se donner toutes les possibilités et n'avoir aucun regret. Donc c'est le conseil que je pourrais donner à celui ou celle qui voudrait se lancer aujourd'hui. Très bien, merci. Gaëtan, Nadia? Ouais, je suis d'accord avec toi, oser et surtout avoir le culot d'y aller, parce que si vous-même, vous n'y croyez pas en ce que vous voulez monter, personne n'y croira pour vous. Donc, faut y aller, parce qu'en vérité, on a tendance à se mettre des plafonds de verre, mais il y a de la place pour tout le monde. Et donc, foncez. Très bien, merci à tous les deux. Je peux passer cette vidéo ? Très bien. Donc, juste avant de passer à au dernier échange qu'on va avoir, je vais vous partager une petite vidéo de Amadou Gallo Foll que Tony va nous lancer directement.